Bonsoir, bienvenue sur Canal Réel, dans le cadre donc, du 43e Festival Cinéma du Réel. Pour cette 4e soirée Front Populaire, à quoi servent les citoyens? Au temps de l'Antiquité grecque et latine, l'hospitalité était établie en institution. C'était un droit réciproque de trouver logement et protection les uns chez les autres. Dans l'un de ses sens actuels, c'est l'asile accordé à quelqu'un, à un groupe, par un pays. Et c'est cette notion qui a donné lieu à la loi relative au droit d'asile en 1952. Dans sa déclaration d'intention d'octobre 2012, le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, disait sous la plume de Sébastien Thierry, souhaiter expérimenter de nouvelles tactiques urbaines, nécessitant le renouvellement des techniques comme des imaginaires, afin de fabriquer l'hospitalité tout contre la ville hostile. Alors que se généralise une politique aussi violente qu'absurde, action publique aux allures de déroute n'ouvrant que sur des impasses humaines, expulsion, destruction, plans d'urgence sans issue, placements et déplacements aveugles, etc., le Pérou veut faire se multiplier des ripostes constructives, attentives aux hommes, respectueuses de leurs fragiles mais cruciales relations au territoire, modestes mais durables. Et en 2020, Images de Ville et le Pérou, avec le concours de l'Association des auteurs et réalisateurs du Sud-Est, ont lancé un appel aux cinéastes visant à recueillir des films courts, susceptibles de rendre compte de la puissance et de la portée de l'hospitalité que certains de nos contemporains offrent aux personnes migrantes aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre qu'on se retrouve ce soir pour évoquer les actions en cours et les films déjà réalisés. Alors, je vais commencer par présenter nos invités. Marianne Massé, qui est essayiste et enseignante à l'école l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Voilà. Jean-Michel Frodon, critique et enseignant et qui est membre du pôle d'exploration donc des ressources urbaines. Sébastien Thierry, pardon, j'ai sauté Luc Joulet, mais Sébastien Thierry, politologue et coordinateur des actions du Pérou. Luc Joulet, cofondateur et directeur artistique d'Images de Ville. Et nous avons donc Muriel Cravatte, qui a réalisé, enfin non, qui n'a pas réalisé pour l'instant, mais dont on va voir un extrait d'un film qui est qu'on va montrer dans le cadre de cette séance. Demain est si loin, donc le film de Muriel Cravatte. Nicolas Klotz, qui a réalisé Heroic Land il n'y a pas si longtemps sur un thème assez proche. Emmanuel Roy, qui est qui est partie de l'Association des auteurs et réalisateurs du Sud-Est et qui a réalisé 1 ou 2, je crois, films pour le Pérou. Régis Soder, dont on va voir aussi l'un des films ce soir, réalisé pour le Pérou. Et j'ai Rémi Gravaya, qui sera par ailleurs invité de Front Populaire sur une autre séance avec son film Aloha Platz et qui traite de thématiques assez proches. Je vais donner la parole tout de suite à Sébastien Thierry qui va nous présenter les actions du Pérou en particulier. Merci Christian, merci à vous de cette invitation. Nous sommes très honorés d'être là et d'être là au travail, puisque, comme vous l'avez dit, cette séance et ce travail avec les cinéastes s'inscrit dans un process au long cours qu'on a engagé une dizaine d'années en créant le Pérou avec Gilles Clément, paysagiste, jardinier. Pérou qui est une association qui est aujourd'hui présidée par Marie-Josée Monzin. Comme vous l'avez rappelé, je crois que la perspective est très simple du Pérou, c'est de s'efforcer de construire là où président des politiques de violence, où la destruction est donc à l'ordre du jour, et construire avec celles et ceux qui sont réputés indésirables, dont la vocation serait d'être placés, déplacés, éloignés. Et construire aussi à entendre dans tous les sens dans un sens élargi du terme, construire des bâtiments, construire des images, construire des récits, essayer d'ainsi faire contre-feu à cette violence qui préside. Alors je passe, on a beaucoup travaillé dans les bidonvilles de l'Essonne notamment, sur les trottoirs de Paris ou d'Avignon avec des sans-abri, avec des populations si mal nommées les unes comme les autres, et donc qui ont mauvaise réputation, disons. Et au cours de ces travaux divers et variés avec beaucoup d'architectes, d'artistes, l'un des enjeux nous a semblé être de travailler sur les représentations, c'est-à-dire considérant que les machines certes détruisaient, mais elles étaient précédées d'une certaine manière par des représentations qui préparaient le terrain.
et des représentations qui ne sont pas le fait d'une clique ou d'un gouvernement. Je pense que nous les échangeons les uns les autres, nous autres. Nous les faisons proliférer peut-être à notre corps défendant, c'est-à-dire en considérant que, pour dire rapidement, ces situations habitées, que sont les bidonvilles, que sont les squats, que sont les campements, nous les considérons collectivement comme sans avenir, c'est-à-dire qu'elles sont traduites, décrites, comme la jungle de Calais où nous avons travaillé pendant 2 ans, notamment avec Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. La jungle n'avait communément et officiellement aucun avenir, et nous étions d'accord à décrire celle-ci avec tout un tas d'adjectifs qui commencent par IN ou IM, c'est indigne, insupportable, immonde. Voilà. Et donc cette représentation-là canonique, disons, nous semble nous assembler et au cours des actions être un élément central et fondamental de la violence qui, d'une certaine manière, est préparée ainsi. Et ce sont des situations qui inexistent en puissance, d'une certaine manière, dont l'existence ne peut être conçue. Alors qu'avec le Pérou, et j'en viens à notre présence là, le Pérou, nos tactiques, comme vous le disiez en introduction, consiste d'abord à reconnaître ce qui a de l'avenir dans ces situations, et comme le jardinier Gilles Clément, c'est-à-dire comment reconnaître les puissances, ce qui s'affirment, ce qui s'inventent, et comment inventer des procédures et des actions, voire des politiques publiques qui pourraient consister à faire retentir, augmenter la présence de ce qui a de l'avenir, malgré tout, je dirais. Et Dieu sait si de l'avenir est en puissance là. Quant à Calais, par exemple, on se rend compte de ce qu'on en a fait, de tout ce qui s'est construit, élaboré. Un arabe calaisien s'est inventé, mais aussi des bâtiments innombrables, mais aussi des relations. Et voilà. Et le process dans lequel nous inscrivons aujourd'hui avec les cinéastes, c'est un process finalement qui revient, qui est de retour de Calais, où nous avons élaborer l'hypothèse que ces actes d'hospitalité qui président à toutes ces constructions matérielles et immatérielles, ces actes qui sont épars, qui sont peut-être invisibles ou peu visibles, mal décrits, sont potentiellement un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui cruciaux. Si on les met bout à bout de Calais à Lesbos, à Rome, tous les matins, des petits déjeuners sont servis, tous les jours, des gens sont hébergés, tous les jours, des constructions ont lieu. Et si on les met bout à bout, c'est un territoire effectivement habité qui est crucial pour les personnes qui cherchent refuge parmi nous. Donc ce sont des constructions cruciales au présent, et qui plus est, et ça c'est le deuxième point, nous pouvons considérer assez sagement que les mouvements migratoires vont exploser demain, que nous sommes aux prémices de bouleversements, et on le sait, écologiques, sanitaires, politiques, qui vont faire déferler, et l'innombrable est au programme du XXIe siècle, et les mouvements migratoires seront structurants. Donc, c'est dire que les gestes qui ont lieu aujourd'hui même, de Lesbos à Calais, qui ont lieu aujourd'hui même en mer, de ces marins sauveteurs, sont des gestes qui sont cruciaux pour les générations à venir. Donc comment les relever, les transmettre, voilà. Et comment travailler sur un imaginaire renouvelé sur ces actes-là, et comment faire entendre leur puissance, leur portée pour les générations à venir. Et donc dans ce process, je conclus là, c'est un peu long, mais dans ce process qui est une instruction auprès de l'UNESCO que l'on a décidé de mettre en place, pour faire reconnaître au patrimoine mondial ces actes épars, on s'est saisi d'un formulaire dédié à une telle procédure. Et ce formulaire, notamment, exige que nous produisions un film de 5 à 10 minutes, outre des éléments écrits, photographiques et un plan de sauvegarde à élaborer. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous avons lancé un appel avec Images de Ville aux cinéastes, afin, sur les fronts populaires de l'hospitalité, nous rapporter des images et des films qui permettent de prendre la mesure de la portée, de la beauté, de la puissance de ces actes, en vue de les déclarer à l'UNESCO et de les déclarer à nous-mêmes, chemin faisant, de prendre la mesure de ce qui s'invente, de ce qui s'affirme. Et pour, et je conclus sur ça, pour nous réarmer, d'une certaine manière, pour nous réarmer de capacité d'action, de capacité de construire en prenant la mesure de cela. Et c'est ce que nous faisons aussi dans le cadre de cette procédure, à imaginer avec des architectes comment faire s'intensifier les mouvements et les gestes de l'hospitalité civile qui ont lieu aujourd'hui à Paris, Bruxelles et Marseille. Nous travaillons dans ce cadre-là, et avec des architectes navals aussi, à concevoir un bateau, à mettre à disposition des organisations qui sauvent des vies aujourd'hui en Méditerranée, considérant que ces gestes sont au patrimoine mondial potentiellement bientôt, et qu'il faut non seulement les sauvegarder, les faire retentir, les transmettre et augmenter leur présence à notre présent. Et non, très bien. Et donc Luc Joulet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la part d'Images de Ville dans cette opération ? La rencontre avec le Pérou, elle date d'il y a à peu près 5 ans, puisque
nous cheminons ensemble depuis 2015. Image de Ville, c'est une structure qui a été créée au début des années 2000 à Aix-en-Provence, avec un projet culturel assez simple, de se dire qu'aujourd'hui, la condition urbaine est désormais notre condition humaine à l'échelle planétaire, puisque nous sommes tous désormais des urbains, qu'on le veuille ou non, et que plutôt que de subir cette condition humaine, il faut la travailler, la partager, la réfléchir ensemble, et que le cinéma, depuis ses origines, enfant de la ville moderne de la fin du 19e siècle, que le cinéma était un bon point de départ et un élément de référence important et essentiel justement pour questionner et réfléchir ensemble à cette condition urbaine. Donc Image de Ville cherche à valoriser toute la diversité de la création cinématographique pour contribuer finalement à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et écologique également. Et si l'on considère donc que la ville, et là je reprends la définition qu'en donne Thierry Pacaud, qui est philosophe de l'urbain et qui préside également Image de Ville, qui nous fait l'honneur de nous accompagner dans ce projet. Thierry dit que la ville, c'est quelque chose finalement d'assez simple. Ce sont simplement 3 valeurs que sont la diversité, l'altérité et l'urbanité. Que si ces 3 valeurs n'existent pas, la ville n'existe pas ou s'effondre quand elle a existé. Et donc, si l'on considère la ville autour de ces 3 dimensions-là, on voit très bien que les questions qui nous réunissent avec nos amis du Pérou sont centrales, que les questions d'accueil et d'hospitalité, effectivement, sont centrales quand on se met à interroger la ville, l'urbain et notre condition urbaine. Donc voilà, donc on s'est rencontrés en 2015 dans le cadre du festival. Et depuis, nous avons entrepris cette démarche, donc l'appel que Sébastien a présenté au mois de juin, mais qui s'inscrit aussi dans un travail qu'on avait avec Sébastien, avec Jean-Michel également entrepris avant l'appel, de se dire qu'est-ce que le cinéma, depuis ses origines, nous donne à voir finalement de ces questions d'accueil et d'hospitalité. Et de se dire, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs culturels, engagés dans la diffusion du cinéma, que pourrait-on faire pour à la fois réunir les films qui existent, mais aussi s'intéressant aux films qui existent, de mettre le doigt aussi sur les films qui n'existent pas, les images manquantes en quelque sorte. Et donc est née non seulement cette idée de l'appel pour une hospitalité manifeste, dont on va voir quelques films que Jean-Michel va nous présenter, mais aussi parallèlement et de manière articulée de se dire que pourrait-on faire pour se saisir déjà de ce qui existe et de faire circuler les films et de s'intéresser à ce que le cinéma nous donne à voir pour ce qui est effectivement central, c'est-à-dire aujourd'hui poser de nouveaux récits, raconter d'autres histoires que celles dans lesquelles on cherche à nous enfermer, à nous confiner. Et je pense que l'heure est au déconfinement des imaginaires et que le travail que l'on veut faire autour de ce projet de cinémathèque de l'hospitalité participe un peu de cette ambition. Voilà. En tout cas, merci pour votre invitation et on est très, très heureux de pouvoir être là dans cette édition un peu singulière de Cinéma du réel encore cette année. Et donc, parmi ces films, Jean-Michel, nous allons en voir quelques-uns aujourd'hui. Déjà une première salve tout de suite, je pense. Vous pouvez nous les présenter? Oui, on va donc commencer avec 3 des films que nous avons reçus dans le cadre de cet appel. On en a reçu 19 qui figurent sur la chaîne YouTube créée par Image de Ville, donc ils sont tous accessibles pour ceux qui voudraient les trouver. Le mot film est un peu une facilité de langage. Certains sont des films, des courts-métrages qui ont été réalisés dans ce but. D'autres sont des extraits d'un film existant, des fragments, mais dont
en tant que tels qui correspondent à ce que nous attendions et qui participent de la démarche. D'autres encore sont plutôt des rushs ou des travaux en cours dont nous avons reçu des éléments qui, là aussi, en tant que tels, ont de la valeur. Donc, et personnellement, je suis même plutôt content de l'hétérogénéité du type d'objet audiovisuel que nous avons pu d'ores et déjà recueillir, avec cette idée, ça a été dit, mais c'est pas les migrants, c'est l'acte d'hospitalité. C'est essayer de documenter, de mettre en valeur à l'intérieur de cette question beaucoup plus vaste, ce geste précis, cette relation. Et c'est autour de ça qu'effectivement travaillent et fonctionnent ces films. Donc fallait en choisir. Là, on va commencer en regardant 3. Le premier nous a été envoyé par Sepideh Farsi, qui est une réalisatrice iranienne, mais qui est installée en Europe depuis très longtemps et qui a répondu à l'appel avec 4 courts-métrages qui sont en fait des éléments d'un travail au long cours qu'elle poursuit dans les camps dans l'île de Mytilène, en Grèce. Et là, en l'occurrence, elle a tourné dans un camp autogéré par les migrants qui s'appelle Pipka, et où des femmes préparent à manger pour des gens sinistrés d'un autre camp, le camp qui a brûlé, le camp de Moria. Ça décrit une situation, elle y est toujours. Elle continue à travailler là-bas et à accompagner cette situation qui reste extrêmement, extrêmement difficile. Le deuxième film a été réalisé pour nous, alors à notre demande. C'est un film du cinéaste espagnol catalan Iñaki La Cuesta. Iñaki est vraiment une figure importante du cinéma contemporain. Le Centre Pompidou lui a dédié une intégrale et un hommage il y a 2 ans maintenant. Quelqu'un qui travaille à mi-chemin dans le jeu entre le documentaire et la fiction d'une manière très créative. Les films comme La Légende du Temps ou Entre deux eaux, c'est des films importants de la période récente. Et là, il a inventé cette sorte de petit poème visuel et sonore. Iñaki insiste beaucoup sur la dimension sonore de ce qu'il nous a envoyé, qui est un film sur la présence à la fois très réelle et fantomatique, au sens de la hantise, de la présence aussi d'une autre nature, de ces corps étrangers, de ces corps lointains parmi nous, qui pour moi est absolument dans l'intelligence de ce qu'on essaye de faire. Je dirais au-delà de la seule description. La description est importante, la documentation est importante et on ne la rejette pas, bien au contraire, mais à partir de là, le travail du cinéma est aussi de déployer ou d'élargir d'autres manières de nous rendre sensibles à ces situations-là. Et la réponse d'Iñaki La Cuesta est une des très nombreuses réponses possibles. Et puis donc le film d'Emmanuel Roy, qui est cinéaste et monteur, qui pratique le documentaire, mais aussi d'autres formes d'activités audiovisuelles ou interactives, y compris avec d'autres technologies, qui est également membre des ateliers Varan, donc cet immense réseau de formation au documentaire qui est si important depuis si longtemps, et qui nous a donné plusieurs courts-métrages en réponse à l'appel, dont celui-là qui est situé dans un atelier à Beyrouth et qui met en scène une forme d'interaction très, très riche, sans parole. Mais Emmanuel est présent dans la salle et donc il pourra en parler. Et par ailleurs, il fait partie de cette association des réalisateurs du Sud-Est, donc il pourra également parler à ce titre-là, après qu'on ait vu les films. Merci Jean-Michel. On va se déplacer pour pouvoir regarder ces films et on se retrouve juste après.
نظر مثلا تمام شده؟ آنها همیشه ظرف ظرف نداریم؟ ظرف داخل او آشپزخانه هست دپارتمان فقط چیزی به دسترهای هم اندازی پیدا شد خب اینی خالی زیاد شما اینجا والنتر هستیم یا زندگی میکنیم؟ من با بچه های زیر سن کار زیر سن مترجم بچه های زیر سن چند سال یونان هستیم؟ 1 سال و 2 ماه تقریبا. پس خودتون هم فرانسه بودید دیگه بعد که کار کردید جواب گرفتین و کار میکنید آره اون موقعی که به همه دخترای تنها به خانم سفر شروع کردن یه سری به قبولی دادن یونان آیدی دادن و اون موقع قبولی من دادن وقت از افغانستان اومدین بیرون؟ من اهل افغانستانم ولی توی ایران به دنیا اومدم و کلا همین 1 سال و 3 ماه تقریبا میشه که از ایران ترک کردم و 1 سال و 2 ماه میشه که توی ایران نمیخواستیم بمونی؟ نه کافی بود دیگه کدوم شهر بود؟ تهران سخت شما هزار هستید درسته؟ بله چند سال شده شما؟ 25 ساله ایران هم یعنی اصلا به عنوان زن تنها دیگه افغان چطور میاد بیشتر اذیت میکنه کار و اینا ایران تنها خب من با خانوادم زندگی میکردم و به نظر من خب مهاجر هر جا باشه سخته یعنی تو همچنان هست دیگر مهاجر ایران من واقعا مهاجر بودم من الان که فکر میکنم من تمام عمر مهاجر بودم من مهاجر به دنیا اومدم و همیشه مهاجر بودم من کل زندگیم 2 ماه توی افغانستان بودم و اون 2 ماه تنها دوره از زمان زندگی من بود که احساس مهاجرت این که مهاجر بودم به من دست نداد در غیر اون صورت تقریبا فکر کنم 5 سال پیش بود که من چون ایران درس میخوندم به خاطر پاسپورت و تذکره اینا به خاطر مدارک دانشگاهی باید میرفتم افغانستان و رفتم افغانستان هرات و کابل بامیان و اون 2 ماه تقریبا 2 ماه که طول کشید تا اونجا اون پروسه و کارام انجام شد تنها دوره زمانی بود که من احساس مهاجرت میکردم من به این فکر نکردم تمام اون مهاجر بودن خیلی حرف سنگینیه واقعا حستون این بوده ها؟ وقتی از طرف جامعه خب مهاجر بودن یعنی چی به نظر من وقت آدم به جای تعلق نداشته باشه یعنی حس کنی از طرف اون جامعه پذیرفته نشدی و جایگاه خودت نداری اونجایی که باید نایستادی اون موقع این تو مهاجری اما من کل سالهای زندگی مهاجر بودم یعنی اولا زبان هم کمک نمیکنه به این قضیه در واقع چون شما همزبان بودین تو ایران با بقیه همزبان بودم ولی خب بعضی چیزا هستن که باید از ریشه درست میشن و نمیدونم اونجوری که خیلی ها میدونن مردم ایران نه که بخوام قضاوت کنم کل ملت ایران نه ولی خب جامعه ایران جامعه نیست که بخواد یک افغانستانی رو به عنوان یک عضوی که من تو ایران به دنیا اومده بودم پدر مادر من تو ایران ازدواج کرده بودن یعنی پدر من بالغ با 30 ساله که تو ایران زندگی می‌کنه ولی هیچ وقت نه من نه خانواده‌ام هیچ وقت از طرف جامعه ایران به عنوان یک شهروند ایرانی پذیرفته نشدیم و متاسفم
Minoko Beswina. Esara Kapalo. Minoko Beswina. Esara Kapalo. Minoko Beswina. Esara Kapalo. Minoko Beswina. Esara Kapalo.
Voilà, on se retrouve après cette première projection et je voulais me tourner vers Marielle. Je voulais savoir qu'est-ce que vous inspirait cette notion donc d'hospitalité en général et le possible rôle du cinéma en fait pour transmettre ce message-là. Comment vous voyez les choses? Ouais, merci pour ces images et pour ces actes et pour cet appel. Je pense que la force de la démarche du Pérou pour faire entendre une hospitalité d'aujourd'hui, c'est de ne pas se contenter, disons, de ce que ce mot a de bienfaisant ou de réchauffant quand on pense à la scène antique d'hospitalité, dont vous avez très bien dit tout à l'heure qu'elle était ritualisée, qu'elle était, voilà, c'était le chef de famille, depuis sa grandeur d'âme et ses moyens matériels aussi, qui étaient tenus à un accueil limité dans le temps, absolu mais limité dans le temps. C'était une scène socialisée, ritualisée, et c'est sûr qu'on doit réinventer ce mot et le faire entendre autrement pour une époque de précarité de tous ordres, et qu'on ne peut pas simplement se raccrocher avec le sentiment qui fait partie de notre identité. Il faut l'aider à faire partie de notre identité. Il faut nous aider les uns les autres à nous souvenir que ce geste-là fait partie, en effet, du patrimoine immatériel de l'Europe. Et pour ce qui est des images, alors je dirais un petit peu la même chose. On est là au Festival du cinéma du réel. Et le réel, il faut l'aider à être ce qu'il est. Il faut l'aider à être comme il est pour qu'il soit encore un peu plus. Et moi, ce que j'admire beaucoup, et dans la démarche du Pérou, et dans les différentes images qu'on vient de voir, dans leur grande variété, c'est que voilà, il s'agit d'un même travail qui consiste à imaginer le réel. À imaginer le réel, pas pour dire qu'il devrait être autre, mais d'abord pour en produire des images. C'est un peu comme se le figurer, hein, prendre la mesure de ce qui existe déjà et se le figurer, comme quand on dit mais figure-toi. Donc par exemple la grande beauté du travail de Madame Farsi au départ, pardon, je me souviens pas de son prénom, Sépideh Farsi, qui nous colle sous le nez tout de suite la force, l'évidence et quelque chose qui pourrait même créer de la honte du côté des non-accueillants, du fait que ce sont d'abord des réfugiés qui prennent soin des réfugiés. L'incendie du camp de Moria et la réponse des habitants du camp autogéré de Pikpa, c'est ça. Ce sont des réfugiés qui prennent soin des réfugiés. Et donc voilà, d'abord il y a ce travail qui consiste à produire des images pour nous placer sous les yeux une réalité qu'il s'agit d'accepter de garder, de garder en conscience. Et puis imaginer le réel aussi, ça veut dire non pas imaginer ce qu'il pourrait être, mais voir qu'il est déjà plein de possibles, de germes, de vibrations dont tout notre travail, disons pour ceux qui font profession de parler ou de produire des images ou d'échanger, consiste à soulever la présence, à soutenir quelque chose qui semble périphérique ou marginal, de le placer au centre, de dire on pourrait faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire comme ça ? Parce qu'on fait déjà comme ça. Et si je ne suis pas trop long, moi, il y avait une formule de Jean-Christophe Bailly il y a quelques années qui m'avait émerveillée, parlant d'une toute autre situation, mais d'une situation disons, de précarité plus ordinaire, une précarité ouvrière. Il parlait de certains espaces comme la frange et la preuve d'une autre ville possible. Et cette idée-là, la frange et la preuve, ça m'avait émerveillée parce que ça consistait à dire ce qui semble être à la frange, au bord,
à la lisière, en fait, c'est la preuve que le réel, il faut l'aider à donner tout ce que déjà il donne. Et donc, ce qui est frappant dans ce désir de faire résonner des gestes d'hospitalité, c'est de se dire, certes, il y a des images qui manquent, mais c'est comme si même quand on les a, elles continuent de nous manquer parce qu'on a du mal à les porter avec soi et à les garder sous le regard. Et je crois qu'il y a eu des réflexions qui portaient sur le fait que chacun a la responsabilité de ses rêves, qu'on pourrait conduire dans le sommeil le cheminement de ses rêves. Et je pense que chacun a la responsabilité de son imaginaire aussi. Les images qu'on accepte d'accueillir, dont on accepte d'être peuplé, il ne tient qu'à nous, en fait, d'essayer de les garder. Et à mes yeux, tout l'effort documentaire, c'est celui-là. Repeupler l'imaginaire, nous aider à garder sous les yeux des choses qui sont pas exactement des témoignages, qui sont des forces, qui sont déjà des forces d'action. Donc voilà, grande estime pour et cette démarche par image, et aussi tout le geste intellectuel et politique qui les encourage et qui les soutient. Merci Marielle. Emmanuel, en tant que réalisateur donc, de l'un des films qu'on vient de voir, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Marielle? Et aussi, j'aurais voulu avoir un mot sur l'action des auteurs-réalisateurs du Sud-Est qui prend part dans cette initiative. Oui, bah évidemment, on se retrouve là-dedans, puisque c'est bien pour ça qu'on s'est engagé, en tout cas pour l'association donc des auteurs-réalisateurs du Sud-Est, qui est une association régionale de cinéastes basée à Marseille, et qui cherche depuis plusieurs années aussi à dépasser simplement son action professionnelle, mais à s'engager en fait auprès de ceux qui ont besoin sans doute de notre capacité à produire des imaginaires, à avoir les outils, et donc on a évidemment tout de suite répondu quand Luc nous a contactés. Bon, Luc qui aussi fait partie de cette association, de même que Régis. Ici, on est trois. Nous a contactés au mois de juin-juillet pour nous demander si on pouvait être, comment dire ça, voilà, impulsé du côté des cinéastes, en fait, relancer, relayer cet appel. Donc pour nous, ça a été très évident et très fort tout de suite, d'autant plus que ça venait s'inscrire dans des actions qu'on a commencé à mener, en particulier depuis 2018, où je pense que vous le savez, il y a eu à Marseille, le 5 novembre 2018, l'effondrement de ces deux immeubles rue d'Aubagne. Puis suite à ça, des arrêtés de péril par centaines, des milliers de personnes évacuées, délogées, ce qui a été pour tous un choc terrible et une colère aussi très, très forte. Et nous, immédiatement, on s'est positionné avec Lars en disant voilà, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut venir en soutien. Donc on a mené différentes actions, des soirées de soutien, et puis aussi toute une collection de films qui s'appelait Les Tribunes ouvertes à Noailles, où en tête on est venu recueillir des paroles d'habitants dans un registre très différent de celui des médias, quoi. C'est-à-dire plutôt en essayant de se mettre à l'écart du mouvement et de la folie du moment, et d'essayer de travailler avec eux des paroles dans la longueur, dans la durée, avec quelque chose de très simple, mais de provoquer des rencontres comme ça par les outils qu'on avait. Donc effectivement, la réponse voilà, de s'associer à cet appel à film, pour nous, il y avait une évidence. Il y a une évidence, voilà, de continuer à s'inscrire là-dedans pour nourrir cet imaginaire, justement. Parce que je pense que le rôle qu'on a aujourd'hui, il est véritablement, et de répondre à cet appel, c'est prendre position, quoi. C'est prendre position, et il faut qu'on prenne position. On est quand même à un moment là où l'imaginaire est de plus en plus nauséabond, haineux, où on nous nourrit d'imaginaire de peur, et qu'il faut contrecarrer ça, quoi, avec les outils qu'on a. Donc l'ambition, en tout cas... Et l'envie de l'association, c'était de se positionner là et d'inviter le plus largement possible, en fait, les cinéastes à répondre. C'est pas tant une histoire de quantité, mais justement de variété, en fait, d'ouvrir cet imaginaire et de contrecarrer
cet imaginaire terrible qu'on nous impose aujourd'hui et qui se répand partout, quoi. Et peut-être juste un mot sur le fragment que moi j'ai envoyé deux contributions à l'appel qui étaient vraiment aussi dans l'idée d'amorcer des gestes pour amorcer des gestes, en fait. Il y avait cette idée-là aussi. C'est-à-dire que Jean-Michel parlait de film, moi je pense que c'est plutôt un fragment, c'est des choses qui ne prennent sens que dans un ensemble, en fait, et qui n'existent que parce qu'il y a d'autres contributions. Donc c'est vraiment important aussi d'aller nourrir ça et justement de faire résonner ces contributions. Et juste un petit mot sur le lieu où j'ai tourné, qui est un lieu extrêmement important, et on parlait de lieu de résistance et d'hospitalité, c'est le théâtre Shams à Beyrouth. Qui est un théâtre qui a été créé, je crois, à la fin des années 70, avec vraiment l'idée à la fois de créer un lieu, de donner une raison aux jeunes artistes libanais de rester à Beyrouth, c'est-à-dire de ne pas partir en exil, et en même temps d'accueillir les différentes communautés qui sont présentes sur le sol libanais. C'est un lieu que j'ai découvert grâce à Yannick Gutel, qui est un prof de l'université d'Aix-Marseille, qui m'a embarqué dans ses bagages pour aller justement rencontrer des gens plutôt du théâtre et des arts vivants qui travaillaient en particulier avec les Syriens, là, qui étaient évidemment très présents. Et le théâtre Shams accueillait une troupe en asile, en fait, une troupe syrienne, et pas mal d'actions dans les camps de la Beka aussi. Et puis, était venue avec nous Evelyse Mendes, qui est une doctorante brésilienne, artiste, comédienne, et qui en fait a mené pendant quelques jours un atelier avec un groupe de jeunes libanais et syriens sur les gestes d'hospitalité. C'était vraiment ça son objet, quoi. C'était vraiment de les faire travailler et sur cette relation. Et donc c'est vraiment un fragment de voilà, moi j'étais très bouleversé, c'était un peu parallèle à ce qu'on venait faire là, mais bouleversé par ce qui se passait dans cet atelier entre ces jeunes gens. C'est extrêmement, voilà, l'histoire entre la Syrie et le Liban est une histoire très violente, hein, et de voir comment est-ce que voilà, ils arrivaient à travailler simplement par les corps, par les regards, mais quelque chose de très fort. Voilà, simplement redire encore une fois que ce fragment, comme tout ce qu'on a pu voir là et qu'on va voir encore, inviter vraiment chaleureusement et largement les cinéastes à contribuer, quoi. C'est vraiment, nous on y reviendra peut-être, mais il faut vraiment qu'ils se sentent autorisés à le faire, y compris les plus jeunes. Je sais que vous allez passer le film d'Occitane après, qui était une ancienne étudiante aussi, qui se demandait si elle pouvait participer. Oui, bien sûr, vas-y, envoie. Et je pense qu'il faut le dire comme ça, c'est-à-dire allez-y, envoyez, nourrissez, et qu'il faut qu'il y ait une palette comme ça de gestes et d'actes, et que cet imaginaire s'ouvre un maximum, quoi. Voilà. Merci Emmanuel. Nicolas Klotz et Jérémy Gravaya, je ne sais pas si vous avez des projets en cours qui pourraient correspondre. Enfin, est-ce que vous avez l'intention de participer à ce projet? En tout cas, vous avez tous deux réalisé des films qui se rapprochent des thématiques abordées pour une hospitalité manifeste. Je voulais savoir votre vision de ce projet. J'ai ressenti une très grande délicatesse dans ces images. Et c'est vrai que depuis là où on travaille avec Elisabeth, il y a des moments très difficiles, donc on n'a pas vraiment la tête à... Déjà, la survie est compliquée, et donc on n'a pas vraiment la tête à pouvoir... apporter de nouvelles images. L'Heroic Land a été une expérience extrêmement forte qui a déplacé tout notre rapport au cinéma. Et avec le mot cinéma, j'ai un peu du mal aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma est toujours en cours, mais le mot s'est déplacé. Je ne sais pas quel mot utiliser. Pas du tout, parce que ces images ne seraient pas du cinéma, mais je pense que c'est parce qu'il faut inventer de nouveaux mots avec lesquels on travaille pour pouvoir... La frange et la preuve, c'est superbe. Et je crois qu'il faut vraiment prendre le risque historique d'inventer de nouveaux mots avec lesquels on travaille pour faire des images. Et ce que j'ai vu là me donne très envie d'apporter avec Elisabeth quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais ce qui est très beau, c'est que c'est justement des extraits, des moments comme ça qui ont été assemblés par vous,
Ça fait pas un film, mais ça pourrait faire un film. Ça pourrait faire un film qu'on appellerait un film dans 20 ans. C'est que l'idée de faire un film de cinéma avec tout ce que ça comporte comme production, comme lourdeur, c'est fini, quoi. Je sens dans ces images-là quelque chose de beaucoup plus simple, de très délicat, et qui pourrait être justement les images de la majorité. C'est qu'il faut l'histoire du centre et des marges. Je pense que c'est plus ça. Pour moi, la majorité, c'est les gens qu'on a vus, et que le centre est puissant, surprésent. Le cinéma fait partie de ce centre. Il produit des images depuis ce centre, et je ne pense pas que c'est là qu'il puisse vraiment renouveler l'imaginaire, qu'il faut aller vers là où les cinéastes là ont, quel que soit leur âge d'ailleurs, effectivement, quelle que soit leur expérience, inventer des nouvelles pratiques et aussi de projection, parce que c'est aussi important de penser la projection tout à fait autrement que dans la salle commerciale. Ces images-là vont durer, c'est sûr, et elles vont appeler d'autres images. Et vous avez une belle responsabilité, parce que vous ouvrez quelque chose qui n'a rien à voir avec la télévision, qui n'a rien à voir avec des différentes commissions, des divers ceci et cela. C'est juste un endroit où on peut ouvrir, respirer et inventer un cinéma, déplacer la notion de cinéma vers autre chose. Enfin, c'est inventer un autre mot. Il me paraît aujourd'hui, les mots avec lesquels on travaille sont putréfiés. C'est pas juste l'idée de recommencer le cinéma. C'est peut-être l'idée de commencer le cinéma encore et toujours. Et voilà, historiquement, avec ce qu'on a entendu là, on voit bien que c'est le moment. En tout cas, oui, nous, ça donne envie d'apporter quelque chose, de réfléchir justement à comment on pourrait apporter quelque chose qui... Parce que c'est très beau ce qu'on a vu, je trouve. Quels ont été d'ailleurs les moyens, enfin les lieux de projection jusqu'à présent de ces films, où ont-ils été montrés? Quels sont les débouchés possibles sur ces programmes? Moi, enfin, ce que vient de dire Nicolas, je trouve est fondamental, quoi. Et je pense que pour faire le lien avec ce que Marielle disait tout à l'heure, je pense que la question qui nous réunit, ces situations dont on a voulu être un peu les témoins, etc., je pense que ce sont des situations qui nous questionnent d'abord individuellement et collectivement, quoi. Plus que la situation des migrants, etc. Je pense que c'est la manière dont, à un moment donné, ça vient nous bouleverser. C'est même plus que nous bouleverser, c'est nous fracasser dans nos situations, dans nos certitudes, dans nos imaginaires, quoi. Et je pense que voilà, ce que vient de dire Nicolas est vraiment fondamental sur le fait que voilà, ce sont des situations qui nous interrogent dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Et je pense qu'il faut vraiment le considérer, oui, comme un espace, à un moment donné où on sent bien que quelque chose se termine. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer des choses qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentes, où on voyait bien que, on en parle souvent avec Régis, avec Emmanuel, voilà, une histoire est en train de se terminer, ça n'a fait qu'accélérer les choses, et là on a besoin à un moment donné de réouvrir de nouvelles pages, et des espaces comme ceux que l'on a voulu inventer voilà, doivent participer de ça et doivent nous amener à nous interroger sur ce que l'on fait et la manière dont on le fait. Alors la manière dont les films ont été diffusés depuis le mois de juin, ça a été totalement improvisé, artisanal. Voilà, on fait ça sans moyens particuliers. À un moment donné, l'idée de l'appel s'est imposée. On s'est dit qu'on allait le faire sans réfléchir forcément aux moyens que ça nécessitait, à l'étape d'après, etc. Donc des films sont arrivés. On s'est évidemment posé la question de comment les faire circuler. Donc on en a montré certains
lors de l'édition 2020 du Festival Images de Ville, qui a réussi à se tenir tant bien que mal. Donc on a montré quelques films tant bien que mal, certainement pas de manière satisfaisante et certainement pas de la meilleure manière qui soit par rapport à ce que nos amis cinéastes avaient fait. Donc on se doit de continuer le travail. On se doit d'améliorer le travail que l'on fait vis-à-vis de ces films. Donc voilà, on les a mis en ligne parce qu'il nous semble que par cet intermédiaire-là, c'est aussi un moyen de les faire connaître. Et moi, je crois beaucoup à ce que disait aussi Emmanuel, c'est-à-dire que les films qui sont là en appellent d'autres, quoi. Le film n'est rien en soi. Le film, c'est pas ou ces images, je ne sais pas non plus comment les appeler. Même si toutes sont très touchantes. Est-ce que ce sont des images, des films, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la manière dont ces images en appellent d'autres et viennent en appeler d'autres, quoi. Voilà. Donc il faut absolument qu'on invente là aussi des choses qui ne sont pas des projections en salle, quelque chose qui existe déjà. Je pense qu'il faut qu'on invente aussi en termes de diffusion. Et nous, ce qui nous intéresse dans le travail qui est le nôtre à Images de Ville, voilà, c'est d'interroger aussi nos pratiques de diffusion, qu'elles soient festivalières ou pas d'ailleurs. Et Jérémy Gravaya, votre film Alouaplatz qu'on va montrer dans le cadre du festival, montre des citoyens montre entre autres des citoyens qui réquisitionnent des logements pour y accueillir des Roms. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que pour accéder à l'hospitalité, pour arriver à cette notion d'hospitalité, il faut donc une certaine désobéissance civile. Voilà. Est-ce que j'aimerais bien que vous parliez de ça. Du coup, ça rejoint ce que disait Nicolas, je crois, sur les mots, en fait. Parce que là, il y a citoyen, il y a Rome et il y a hospitalité. Et bon, par exemple, dans le cadre de l'appel, là, je sais pas, à un moment donné, j'y ai réfléchi et ça viendra. Mais c'est assez difficile, en fait, de réagir à ce mot-là, aussi par rapport à la définition que redonnait Marielle, par rapport à l'ancienneté de cette définition et à ce qu'elle... Et je sais pas comment, voilà, une forme réelle à la fois quand même d'hospitalité et d'hostilité, quoi, renvoyée par ailleurs à une portion du réel qui est effectivement la minorité, mais qui est au centre. Et voilà. Et donc cette hospitalité, on doit la documenter, on doit y participer activement, même peut-être plus que la documenter. Mais voilà, comment... Et donc, bon, si un projet comme ça, collectif, peut réussir à devenir quasiment une forme d'enquête, quoi, sur la redéfinition de ça, mais avec une offensivité qui serait contenue là-dedans, voilà, je sais pas, ça serait quelque chose d'important. Je le dis, et c'est pas facile du tout à faire ou à trouver, mais voilà. Et alors après, je sais pas, justement, je me demande qu'est-ce que ça veut dire, nous, là, parlant ici, et par rapport à ce que tu disais sur ces mots, en fait. C'est-à-dire, par exemple, moi, je me suis pas du tout considéré citoyen quand on a intégré ce collectif, qui d'ailleurs a été fondé par des familles de bidonville. C'est pas nous qui sommes allés les aider. Voilà, on est allé les aider au sens où cette action-là, elle était là chez eux, avec eux, et on a fait ce qu'on a pu à certains endroits avec. Et voilà, et les images se sont quand même majoritairement mises en veilleuse, mais constituant une amitié. Au bout d'un moment, on s'est dit quand même, mais d'un commun accord, quoi, ensemble, en fait, on s'est dit que malgré tout, ça valait quand même peut-être le coup de garder une trace de ça et de le documenter pour ceux qui n'y sont pas ou qui n'y vont pas, etc. Mais je pense que je sais pas... Pour moi, je fais pas des films souvent, et je trouve que le cinéma, effectivement, doit être quand même assez inquiet, quoi, aujourd'hui de ce qui se passe, et pour autant, c'est pas satisfaisant non plus la virtualité, quoi, des situations dans lesquelles on va regarder des films, et donc
cette question-là aussi que vous posez de cinémathèque. Je sais pas, enfin voilà quoi, où la disposer, comment la construire, pour qui va voir ces images-là. C'est plutôt une question que j'aurais envie de renvoyer en fait, mais voilà. Jean-Michel ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé dans ce que vient de dire Jérémy Gravaya, en particulier l'usage du mot enquête. Je pense que c'est l'ensemble du dispositif, y compris le fait de faire des films et de chercher comment les montrer, qui est une enquête sur des manières de reconstruire d'autres places, d'autres possibilités et de compréhension et d'action. Et que, évidemment, on n'a pas les réponses à ces questions justes qui sont mentionnées, mais que justement, c'est ce processus-là sur qu'est-ce qui arrive comme film quand on lance un tel appel, qu'est-ce qui n'est pas juste dans notre appel et comment on peut le formuler éventuellement différemment, qu'est-ce que ces films nous font faire et nous emmènent ailleurs et déplacent aussi bien nos pratiques en général que des dispositifs de monstration, de partage, de mise dans l'espace public, est une recherche, si on peut dire, ou une enquête, mais enquête c'est mieux, qui est activée par ce processus-là. Et donc c'est dans ce sens-là, je ne sais pas si ça fonctionne comme manière de répondre à l'inquiétude de Nicolas Klotz sur l'emploi même du mot au cinéma, c'est que ça ne disqualifie pas forcément le mot au cinéma, mais ça en déplace pas, c'est plus quelque chose de déjà existant dont on saurait ce que c'est, mais un processus de recherche qui reste à faire bouger, à faire avancer, voilà, à cette modeste échelle, ce qu'on est aussi en train d'essayer de faire en ce moment. Jean-Michel, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter les films suivants, les 4 films suivants ? Oui, alors donc les quatre prochains films. Le premier est un film de Régis Soder. Régis est un réalisateur de films documentaires qui ont eu beaucoup de visibilité à très juste titre ces dernières années. Nous, Princesse de Clèves, Être là, Retour à Forbach, J'ai aimé vivre là, qui était avec Annie Ernaux. Et il a été également le responsable un des responsables du réseau de diffusion indépendante qui s'appelle Acide, qui joue un rôle très, très important, comme beaucoup le savent. Je crois, si je ne me trompe pas, que ce qu'on va voir fait partie d'un projet plus large, plus ample. Cette rencontre, cette écoute, cette attention qui nous est demandée à la circulation de gestes et de paroles entre deux très jeunes garçons qui partagent des images et des mots ensemble, et Régis est ici avec nous et donc il pourra en parler plus complètement à l'issue de la projection. Ensuite, donc, le film que nous a donné Océane Lacurie, qui est une jeune universitaire et documentariste, qui collabore aussi à la revue Débordement, qui est une des revues intéressantes aujourd'hui qui travaille sur et avec le cinéma. Et donc, il documente sur un écran d'ordinateur et avec les représentations, les types de visualisation dont nous disposons aujourd'hui, des choses qui sont passées dans ce qui a été un lieu important d'hospitalité qui est aujourd'hui disparu, qui était le City Plaza à Athènes. Ensuite, un extrait du film de Robert Guédiguian, La Villa, le film de 2017 que nous a donné Robert Guédiguian. C'est important, à mon sens, que bien sûr la place du documentaire ou de ce que nous identifions avec tous les guillemets et périphrases de rigueur en la matière comme documentaire est majeur, massif dans ce qui se passe ici et bien sûr le Festival du réel, mais que dans la démarche suscitée par l'appel, il n'y a aucune exclusive à l'encontre de ce qu'on appelle plus légitimement de la fiction, et donc bien sûr La Villa en relevait. C'est un long métrage venu d'une part plus classique, peut-être
plus centrale de la vie du cinéma, mais je pense que c'est très utile qu'il y ait des circulations et des présences et des connivences comme ça qui se construisent entre des formes de réponses différentes. Et ce petit moment du film La Villa de Guédiguian en faisait évidemment partie. Et puis enfin, un extrait d'un long métrage, Demain et si loin, qui était présenté au Cinéma du Réel l'an dernier, le film de Muriel Cravatte, qui a été tourné à Briançon autour de pratiques d'accueil qui ont lieu là-bas et d'hospitalité, que le film documente de manière très précise et ample. C'est un film que nous allons à nouveau, dans le cadre de l'appel, présenter sur la 25e heure. Donc, une forme de diffusion en ligne tant que les salles de cinéma ne rouvrent pas. On espère tous que le film pourra sortir en salle. Muriel Cravatte est ici, elle pourra en parler davantage. Et plus précisément, là, on a choisi parmi tant de composantes de ce film qui aurait pu figurer, un film qui n'est pas littéralement sur l'acte d'hospitalité mis en œuvre, que le film montre longuement et de manière très riche et vivante et intense, mais sur avec qui ça se fait, la vie des gens qui le mettent en œuvre, ce qu'ils se disent, qu'ils expérimentent ensemble en tant que personnes participant à ces actes d'hospitalité, comme aussi une manière d'élargir et d'inscrire plus largement les actes d'hospitalité au-delà de leur dimension pratique et concrète, bien sûr, si importante. Voilà. Très bien, on va regarder ces 4 films et on se retrouve après. En blanc, c'est Paris. Et en bleu, c'est Atlanta. Oui. Pas de connexion. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être. Parce que c'est... Tu vois, l'arbitre, il court partout. Regarde, il court avec tous les joueurs. Tous les joueurs, ils courent. Et il s'arrête. Hop, et donc on va en arrière. Et pas de contact avec l'arbitre. Ouf, pile sur le tir. What? Ouf. C'est vrai qu'il est pas blessé. Tout, il pète la forme. Où il est Neymar? Non. Paris aujourd'hui n'est pas de bon attaque. Cours après la balle. Oula! Non, il a tiré complètement dans les sorties là. Encore. Ouf! Où la faute? T'as vu ça? Tu connais le capitaine de Paris, ça? Oui. Le capitaine, c'est lui, le capitaine, c'est Cavani. Non, Thiago Silva. Ah oui, Thiago Silva. Thiago Silva, c'est le capitaine. Tu connais? Thiago Silva. Pas de bonne connexion. Non, il n'y a pas de connexion. Bon, là, il y en a.
Uriel gaat denk ik komen voor Zapata, maar Navas is geblesseerd. Kan ook niet verder. Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien à ce qu'il dit. C'est Kofra, c'est ça? Ah, Kofra, oui. il y a le coffre là. Et substitute. C'est substitute? Comme tu sais. Coffre pour qui? PSG. PSG. J'ai vu. Substitute, c'est quoi en français? Substitute. What is this? This is a microphone. What's your name? Yasmin. Yasmin. And where are you from, Yasmin? Afghanistan. And you live in City Plaza? Yeah. Since when? It's 3 years we live in city. You're from Afghanistan too? Yeah, we are family. You're family? You are all sisters? No, we are friends. No, we are friends. And she's my friend. Yeah. And so tonight what we are celebrating? The birthday of City Plaza. Where are you from? I'm from France. Bonjour. Γεια σας. Γεια σας. Με λένε Ελίας, είμαι από το Αφγανιστάν. Γεια σας, παιδί μου. Εγώ αγαπάω στην πλάζα, πολύ αγαπάω. Έτσι δεν λέω. I love too much. Too much. Sometime you're in the City Plaza. Yes. I forgot your name. Occident. Occident. Yes.
pour les Français. Allez, je l'ai, mes pauvres. Tiens. Vous avez faim? Mangez? Tu as froid? Allez, viens, tiens, mets la veste. Tu viens avec moi. Doucement. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'ils ont des parents quelque part? Papa? Maman? You speak English? Ils parlent quelle langue? Arabe probablement. Tout ce que je sais dire, c'est merci. Choukran. Choukran. Lâche la main. La main. Tu la lâches. Lâche. Laisse-le, il veut pas. Tu peux pas les laisser, regarde, c'est tout humide. Faut qu'ils se réchauffent. Le bain, ça va leur faire du bien. Tiens, prends les ciseaux, découpe les habits. Et comment on fait maintenant? Comme ça. Et voilà. Et maintenant. Et celle-là, voilà. On refait. Il y a un an, une patrouille de police poursuivait des arrivants dans la montagne, à l'endroit le plus dangereux du col, sur une falaise de 40 mètres, et ils sont tombés. Il y en a un qui subit encore les séquelles au niveau nerveux, et l'autre qui se remet de ses blessures physiques. Cette semaine, les policiers au col de Montgenèvre ont poursuivi dans un endroit moins dangereux, mais de façon à terroriser au maximum un groupe de 10 personnes. Donc je pense qu'il faut continuer de se battre, et se battre de plus en plus, pour une ouverture des frontières, pour une suppression des contrôles aux frontières, et pour une liberté d'installation pour tous. La vigilance citoyenne par rapport au comportement de certains policiers et de certains miliciens est très importante. C'est vrai que l'action juridique, judiciaire, elle est longue, mais on l'a entamée, et là-dessus notre détermination, elle sera sans faille. Les droits, il faut absolument qu'on les utilise et qu'on aille jusqu'au bout pour les pousser le plus loin possible.
Donc on encourage tout le monde à prendre les gens que vous croisez sur la route, à les prendre dans vos véhicules et à les mettre à l'abri et à faire tout ce que vous pouvez. Si on n'ose pas faire ça, on peut aussi. Il y a un tas de gestes tout simples qu'on peut faire. Déjà, aller en montagne et faites tout ce que vous pouvez, aussi bien pour surveiller la police que pour aider nos amis exilés. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens qui se sont mobilisés, qui se sont relayés pour que toutes les nuits, le premier hiver, c'était il y a 2 ans, il y ait du monde sur le col de l'Échelle. Et puis l'hiver dernier, du monde sur le col de l'Échelle et sur le col de Montgenèvre. Et avec des biscuits, du thé, des chaussettes, des bonnets, des gants, des choses toutes simples, toutes normales, comme ça se fait dans toutes les grandes villes, je crois, de France et d'Europe peut-être. Il y a des gens qui amènent de la soupe et des couvertures le soir à ceux qui dorment dehors. Donc pour nous, c'était quelque chose d'assez banal, d'assez simple, qui nous semblait naturel de faire. On s'est heurté à des difficultés, on s'est heurté à une relation à la police, à la gendarmerie, à l'armée, qu'on n'aurait pas imaginé. On a besoin d'être plus nombreux, parce qu'il y a des gens qui se sont épuisés, aux dépens de leur vie de famille, souvent. Donc s'il y a des gens qui ont du thé, c'est-à-dire un thermos, de l'eau chaude et un sachet de thé, éventuellement avec du sucre dedans. Si vous avez des bonnes chaussures, un peu de temps, il suffit simplement de se dire que personne ne mourra chez nous, à côté de nous, pendant que nous, on dort au chaud dans nos lits. C'est tout. Voilà, donc on vient de voir cet extrait du film Demain est si loin de Muriel Cravate. Et là encore, filmé auprès de gens qui luttent au jour le jour en fait, pour exercer leur hospitalité en fait, qui n'est pas si facile à exercer. Donc tu l'as tourné à Briançon. C'est ça Oui, je l'ai tourné à Briançon, voilà, c'est ça. Et donc sur le passage des migrants venant d'Italie. Voilà, c'est ça, c'est la frontière franco-italienne, celle qui a été plus médiatisée, parce que c'est celle dont on a entendu parler au début, c'est la frontière dite basse vers Nice. Et quand c'est devenu très compliqué au niveau de Nice-Vintimille, il y a eu une route migratoire qui s'est mise en place au niveau de Briançon. Voilà. Donc effectivement, j'ai tourné là-bas ce film. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte pour les gens qui n'ont pas vu le film particulièrement Oui, après, je pense que la séquence résume assez bien, ou disons porte en germe le contexte, c'est-à-dire une région de montagne dangereuse, des migrants qui arrivent et des citoyens qui sont sidérés, en fait, tout simplement, par l'accueil qui n'est pas fait, ou l'accueil qui est proposé, qui est fait par la police, la gendarmerie, etc., ou des traques, des chasses à l'homme ont lieu toutes les nuits pour les reconduire à la frontière, dans un mouvement qui est complètement absurde, puisque les migrants en fait, sont pourchassés, sont attrapés, sont reconduits en Italie et tentent de repasser à plusieurs reprises jusqu'à y arriver, et ils y arrivent toujours. En fait, ça rejoint ce que disait c'est Jérémy, je crois, tout à l'heure, c'est qu'on fabrique de la peur et on crée, pour ceux qui ne s'intéressent pas d'un peu plus près en fait, à la situation, on crée le sentiment qu'il y a du danger là où il n'y en avait pas. Et on crée de l'illégalité là où il n'y en a pas aussi, puisque toute personne a le droit de demander l'asile en France. Donc n'importe qui, en fait, il n'y a pas de clandestin. On devient éventuellement clandestin quand au bout d'une procédure d'asile, très longtemps après, on n'obtient pas ses papiers et qu'on décide de rester. Mais avant, il n'y a pas de clandestin. Et donc on fabrique vraiment dans l'imaginaire
Ça rejoint aussi ce que disait, je ne sais plus qui, sur l'imaginaire qui fabrique de la peur, c'était toi. Voilà, on fabrique de toute pièce une réalité, enfin ce qu'on présente comme une réalité, qui est une fiction en fait. Parce que ce soit au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler, c'est l'article 13. Au niveau de la Convention de Genève, signée par tous les États européens, il y a un devoir d'asile et au niveau de la France, c'est pareil en fait. Le droit d'asile est un principe constitutionnel. Donc voilà, je pense que, et même par rapport à la notion de désobéissance citoyenne, en fait, il faut aussi la réinterroger. Donc c'est tout ça qui se passe à Briançon et qui porte, à mon avis, en germe, enfin, qui est un miroir de ce qui se passe plus largement, en fait, au niveau national et puis européen. Et tu t'attardes vraiment sur ce lieu qui accueille les migrants, et tu décris de manière très précise la manière dont l'hospitalité s'exerce là, tu parles du refuge solidaire. Voilà, donc refuge, en fait, ces migrants qui tentent de passer, empruntent des chemins dangereux en montagne, puisqu'ils savent que s'ils prennent le chemin le plus direct, ils se feront arrêter par la police. Donc il y a ce jeu qui n'en est pas un, mais de chat et de souris. Avec vraiment des traques. Et puis, une fois qu'ils arrivent à passer, en fait, les solidaires peuvent éventuellement leur venir en aide une fois qu'ils sont sur le territoire français, puisque à ce moment-là, les solidaires ne seront plus considérés comme des passeurs, mais comme des aidants à personnes en danger. Et les emmènent dans un lieu où ils peuvent être en sécurité, donc le refuge solidaire à Briançon, où ils peuvent rester quelques jours soufflés, tout simplement, et où ils ne seront pas embêtés par la police, où ils peuvent recevoir des soins, ils peuvent se poser et réfléchir à après, voilà, où est-ce qu'ils veulent aller. Donc sur cette question de l'hospitalité, comment tu situes ça par rapport au projet dont on parle aujourd'hui? Moi, ce que je trouve hyper intéressant par rapport au projet dont il est question, en fait, c'est le va-et-vient entre l'individuel et le collectif, entre le fragment et le global. Enfin, ce qui a été dit par Emmanuel, c'est qu'on apporte tous un petit élément, un petit regard sur cette question-là, et qu'au final, ça fait un tout qui... Je ne sais pas s'il a un sens, mais en tout cas, il a une question, ce tout. Et c'est ça qui est bien. C'est une façon aussi d'avancer. Moi, quand je suis partie faire ce film, je ne savais pas si j'allais faire un film, en fait. Donc ça rejoint aussi ce que disait Nicolas sur le cinéma. Moi, j'ai été percutée par la situation là-bas. C'est un endroit où je vais depuis que je suis toute petite. C'était mon paradis. Voilà, je me disais, quand ce sera le chaos partout, j'irai là-bas. Et puis me dire que pour d'autres, en fait, ce paradis, c'était l'enfer à traverser. Je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment le sujet m'a percuté. J'y suis allée, j'ai aidé, parce que c'était la façon la plus évidente, en fait, de prendre... contact, connaissance, et il y a eu une force d'évidence aussi dans ce que j'ai trouvé là-bas, et je me suis dit, moi ce que je sais faire, c'est filmer, donc j'ai voulu filmer pour garder la trace, la mémoire, pas forcément avec l'idée de monter un film après, et de proche en proche, un film est advenu, un film monté, un film... pas encore diffusé, mais diffusable en tout cas, puisque il est un peu dans un tiroir depuis un an, mais quand même diffusé à quelques reprises. Donc voilà, c'est cette idée aussi de réinterroger le cinéma, réinterroger, le replacer aussi dans sa notion d'outil. Il sert à quelque chose, il sert à dire quelque chose, et il sert, on peut l'espérer, à faire avancer les choses. Régis, on vient de voir aussi un film, parmi deux, je crois, ou trois, que tu as déjà réalisé pour ce projet. Moi, j'ai plein de choses à dire là. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, moi, j'ai été frappé par ce que tu as dit, Nicolas, parce que je trouve que ces moments-là de table ronde, c'est quand même important quand il se passe quelque chose. Je trouve que souvent, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, on s'écoute, mais on sait déjà ce que les uns et les autres ont à dire. Et puis moi, j'ai été assez ému, quoi. Enfin,
j'ai été ému par ce que j'ai vu, et du coup, je sais pas, ça fait sens, quoi. Alors effectivement, vous êtes dépositaire de ça, et je crois que ce que dit Nicolas, c'est que ça donne envie, quoi. Il faut qu'on fasse ça, parce que contrairement à ce qu'a dit Jean-Michel, moi, ce moment-là, je l'ai pas du tout, c'est pas du tout inscrit dans autre chose, et en le voyant avec les autres éléments, je me suis dit, c'est un putain de geste de cinéma, quoi. Et ça prend sens parce que c'est collé entre les mains qu'a filmé Emmanuel, la chanson que tu as filmée près de Briançon. Enfin, je trouve qu'il se passe quelque chose de fort, quoi. Et que peut-être, contrairement à ce que tu dis, Luc, je crois qu'il faut occuper les salles pour montrer aussi ça, parce que c'est peut-être cette nouvelle façon de faire du cinéma dont tu parles, quoi. Parce qu'on est tellement entravé, faire un film, c'est tellement compliqué, quoi. Je veux dire, le réel des auteurs, c'est la galère, alors toute proportion gardée, mais c'est très compliqué. Et d'un coup, revenir à quelque chose de complètement essentiel du cinéma, c'est faire ce geste-là, mais on n'est plus du tout habitué à ça, quoi. Et moi, je l'ai fait, j'avais envoyé des extraits, parce que, en fait, moi, dans mes films, alors quand je suis dans une table ronde, je dis la traversée des existences, Annie Ernaux, blabla. Et mes films sont traversés par les histoires, et elles sont traversées par le monde dans lequel je vis. Il y a toujours des migrants, parce que je filme beaucoup mes amis, ils sont souvent enseignants, et que c'est une classe du P2A par là, une enseignante qui fait qui fait des repas le soir, dans retour à Forbach, et ils sont là, ils sont dans ma vie parce qu'ils sont dans la vie. Et quand Luc m'a dit est-ce que tu as quelque chose à donner et tout, moi cette question d'hospitalité, théoriquement, effectivement, il y a la Grèce. Moi, je crois que je suis le fruit de l'hospitalité, quoi, d'une famille qui a été déportée, d'Espagnols qui sont partis en Algérie, et tout ça, c'est possible. On est encore là parce qu'il y a de l'hospitalité, quoi. Et du coup, moi, j'ai pris ma caméra, j'ai filmé pas dans un théâtre, mais dans mon jardin, parce que Tijane, c'est quelqu'un qui vit avec nous, et Raoul, c'est mon fils. Et je me suis dit, mais en fait, il se passe quelque chose de la transmission, alors c'est pas pour dire que c'est pas du tout héroïque d'accueillir quelqu'un, mais ça fait partie de nos vies, on peut ou pas, il y a des moments qui le permettent, mais ce moment-là, en le revoyant, je me suis dit ce que ça raconte, c'est que cet enfant-là, Tijane, il a 20 ans, c'est plus tout à fait un enfant, Raoul, il en a 12. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, et je me suis dit, il a tellement de choses à nous raconter, Tijane, quoi. Il a tellement de choses à dire à Raoul, quoi, qui peut-être a un papa cinéaste, mais moi j'ai beaucoup plus de mal à lui expliquer les choses, quoi. Et que là, dans le téléphone, on entend parler portugais, parce qu'évidemment, Tijane, il écoute, il va chercher des matchs de foot, et que l'hospitalité, c'est aussi un moment de plaisir, c'est-à-dire que pour les plus chanceux, il y a la possibilité aussi de ce plaisir-là, quoi, d'être accueilli, quoi. Et je trouve que, on a à faire quelque chose là. Je veux dire, si cette table ronde, elle peut vous servir, c'est que ça ne sert pas à rien ce que vous faites, et qu'il faut que, et que du coup, ce que dit Emmanuel, moi, ça me bouleverse, parce que ça veut dire, oui, il ne faut pas hésiter à envoyer des. Moi aussi, je suis plein d'angoisse, de me dire qu'est-ce que j'envoie, comment on va le. Et en fait, non, faut y aller, quoi, parce que ça prend sens parce qu'on est tous là en train de le faire, quoi. Et c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus simple, quoi, quand on a une caméra, et du coup, oui, moi je trouve que ça nous engage à cette, je sais pas, moi je sais pas comment l'appeler. Je trouve qu'ils sont beaux les mots de Marielle Massé, et ceux qui inventent des mots, inventer des mots, et puis nous on peut apporter ces images, quoi. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de... La parole peut circuler aussi. Moi, après les images de Muriel, et par rapport à ce qu'a rapporté, mais j'ai l'impression qu'on est passé un peu vite dessus, ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, c'était presque une question que j'avais envie de vous adresser à l'un et à l'autre, qui est arrivé sur une situation comme celle-là, la jungle à Calais, pour vous, Nicolas et Elisabeth, et Muriel à Briançon. Tu disais, Nicolas, ça avait changé quelque chose dans... Et moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur justement ce que ça a changé, et comment l'un et l'autre, les uns et les autres, et l'autre, vous êtes... parce que j'ai le sentiment que la question qui nous est posée en tant
que l'on fasse des films ou qu'on les diffuse, c'est la question de nos places par rapport à ces situations. Oui, ce serait long à dire tout ce que ça a pu changer, mais je réagis à ce que dit Régis sur la responsabilité que vous auriez, que nous aurions, qu'est-ce qu'on fait. Et effectivement, cette expérience dans la jungle, ça a totalement ouvert autant la réflexion sur le cinéma, qu'est-ce que c'est que filmer, comment on filme, avec qui, quelles paroles filmer, quelles paroles ne pas filmer, comment ensuite chercher à montrer le film, puisqu'il est sorti en salle, il fait 3h40, donc ça a eu une vie en salle de 3-4 semaines, comme ça. Le DVD va sortir bientôt, mais on sent bien qu'un film, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'actualité, en fait. Je pense que ce en quoi je crois que ce qui est mort, c'est la notion même d'actualité cinématographique, et que les images sont appelées à exister à d'autres niveaux, sur des temporalités tout à fait différentes. Et que la salle de cinéma qui fonctionne sur l'actualité cinématographique, c'est un fantasme, quoi. C'est fini aujourd'hui. J'ai ce sentiment-là. Peut-être que je ne sais pas ce qui va se passer après la crise sanitaire. C'est pas juste à cause de la crise sanitaire. Je pense que ça a commencé bien avant. Le livre d'images de Godard n'est pas sorti en salle. Les positions de Godard sont très très passionnantes et c'est souvent il est devant. Je trouve il est vraiment devant nous tous. Donc c'est un chemin qu'il a ouvert aussi. Et qui nous interroge tous, qui faisons des films, sur comment projeter le cinéma parce qu'il y a une phrase de Godard qui est assez belle, qui est « le cinéma n'existe pas, le cinéma est projeté ». Enfin, l'idée de cinéma est toujours projeté, il n'existe pas, il est projeté. Donc comment projeter dans l'avenir la suite de l'histoire du cinéma, et c'est certain que quand on pense à Rossellini et Rome ville ouverte et le néoréalisme italien, tout ce qu'ils ont inventé à ce moment-là, après la guerre, tout ce qu'ils ont complètement... J'ai l'impression qu'on est dans une période vraiment similaire, sauf qu'on ne sait pas trop. On est en guerre, c'est clair. Peut-être qu'il faut parler d'un cinéma toujours avec la délicatesse, mais qu'il faut savoir qu'on est en guerre et qu'on n'est plus dans les années 80-90, mais on est vraiment dans un moment très très difficile à tous les niveaux. Ce qui fait que l'histoire même de la salle de cinéma peut être belle. C'est pas une question de rejeter la salle, c'est imaginer des endroits où on peut filmer, où on peut projeter, filmer, projeter, mais hors du circuit commercial, totalement hors du circuit commercial. Donner un autre avenir à la salle, à des salles de cinéma, donc ou une salle de cinéma. Et là, effectivement, en tant que gens qui faisons des films, on a très envie. Enfin, moi, j'ai très envie d'y donner des choses, quoi, parce que c'est le destin des images. Une image n'existe pas dans un temps précis, il existe dans un temps très vaste, très large, même après, quand on ne sera plus là. Qu'est-ce qu'on fait des images ? Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Et dernière chose, c'est juste les personnes qu'on a filmées dans la jungle, on a fait le film avec eux, et c'est évident que ces paroles-là, eux, ce qu'ils amènent, c'est extrêmement important parce qu'ils vivent en plein centre de quelque chose dans lequel, là, tu disais tout à l'heure, Sébastien, ça va être tellement, ça va se démultiplier tellement, je veux dire ils sont l'avant-garde de leur peuple, comme disait Hannah Arendt, et ils nous auront tellement de choses à nous apprendre. La jungle, c'était l'avenir. On avait l'impression que la jungle, c'était un monde qui arrivait de l'avenir, et qu'on pouvait y apprendre comment survivre, justement, comment traverser cette époque terrible avec d'autres gestes, d'autres modes de vie. Et c'est ça qu'on filmait. On filmait l'avenir de quelque chose qui a été ensuite dévasté par l'État, quoi. Et c'est un crime contre l'humanité, ce qui a été la destruction de la jungle. Il n'y a aucun doute. Sébastien, justement. Non, mais Nicolas rappelle à juste titre que nous sommes en guerre, et je crois qu'un des points... alors moi, je parle plutôt en tant que... c'est marrant parce que l'émotion aussi
m'a assailli un peu et je pense que je suis un peu désarticulé. Alors je vais essayer de réarticuler. Je pense que la question de l'articulation aussi, elle est centrale. Je parle plutôt donc en tant qu'activiste et presque architecte, c'est-à-dire que la question du que faire et que construire au sens littéral, elle se pose constamment et le secours de l'image m'est crucial. Et je pense qu'on est en guerre en tout premier lieu parce que l'imaginaire est un territoire occupé. C'est un territoire assiégé et ça on en a beaucoup parlé avec Nicolas et Elisabeth en traversant la jungle. C'est-à-dire que l'impossibilité même qui était supposée qu'on ne pouvait pas faire un cadre, tenir un cadre dans la jungle et faire une image et faire entrer de la lumière dans un cadre. Et je pense que, pour moi, et donc la jungle était supposée, mais dans le sens où aussi le regard que nous portions sur la jungle était un regard intoxiqué par le présupposé que la jungle n'avait pas d'avenir, alors que c'était un fragment du futur, un fragment d'avenir. Donc, et la jungle n'avait pas d'avenir, les mouvements migratoires n'ont pas d'avenir, ce ne sont que des catastrophes en puissance, et c'est ce que nous répétons, et c'est ce qui nous tétanise. La question pour moi, donc du ressort de l'action, du ressort de la construction, elle se pose précisément, et en voyant ces images, ça me saute à la figure d'une certaine manière. La question de l'architecte, c'est quels sont les murs porteurs. Quels sont les murs porteurs ? Pour moi, ces gestes-là ont la puissance et la fonction des murs porteurs des constructions à venir. Et tout le sens de l'enquête, comme tu disais, et que nous essayons de faire se développer avec vous et de proche en proche, c'est une enquête sur les murs porteurs de ces constructions à venir, de ces villes à venir. Les murs porteurs sont reliés aux fondations aussi. Donc en tant qu'architecte et en tant que constructeur, ma question, c'est comment ces images nous rapportent, nous font prendre la mesure de ce qu'il y a de porteur dans ces gestes, je dirais au sens architectural du terme, et qui, pour moi, sont les murs porteurs à partir desquels faire se développer les constructions. Donc, pour finir, sur cette question cruciale à laquelle j'ai aucune espèce de réponse que posait Nicolas sur le mot même, sur le sens du cinéma, pour moi, je dirais, alors peut-être que ce n'est qu'un jeu de mots, mais après tout, c'est peut-être un début de réponse, mais en tant qu'architecte, je ne suis pas architecte, mais en tout cas en tant que constructeur avec d'autres, la question, c'est comment réaliser ces images. C'est-à-dire que, pour moi, ces images-là sont des ferments et qui est la question qui est posée dans le monde et dans les actions que nous avons à conduire, c'est comment, littéralement réaliser ces images que nous voyons là, et ce qui est, les chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui ont besoin de ces preuves. De l'existence de ces murs porteurs qui sont les socles de ces mondes à venir, de ces villes à venir, eu égard à ce qui nous arrive, non pas en tant que catastrophe, encore une fois, parce que je crois que c'est ce qui s'invente à Briançon, ce que tu as filmé, Muriel, ce qui est demain matin, par exemple, Jardin des Halles, dans le 18e arrondissement, où des personnes depuis 3-4 ans, tous les matins, distribuent des petits déjeuners. Ces gens-là sont des pionniers qui élaborent sous nos yeux des fondations dont il faut, à mon sens, prendre la mesure pour nous orienter dans des constructions à venir. Ils construisent cette ville à venir que nous cherchons à faire advenir. Oui. Ariel Massé. Oui, juste pour faire écho à l'émotion, au fait que certaines choses qui sont documentées sont de l'ordre du partage, de la joie, du plaisir. Il n'y a rien d'indécent, en fait, à faire surgir ces affects-là. Moi, j'ai l'impression que ce qui est saisi, documenté, figuré et offert, c'est ce qui fait qu'on peut tenir à la vie. Enfin, moi, c'est des gros mots, mais j'ai l'impression que le documentaire, c'est le genre du droit au bonheur. C'est ce qui dit ce qu'on devrait protéger pour préserver notre amour de la vie. Pas pour nous protéger nous-mêmes, mais pour savoir qu'il y a une vie qui vaut le coup, qui vaut la peine. Et donc le fait que ces images nous saisissent, nous bouleversent, nous réarment aussi, ça tient à ça. Au fait que là, on saisit quelque chose d'un sens
du fait que ça vaut le coup. Et voilà. Jean-Michel. Pour enchaîner sur cet enjeu de l'émotion, puisque nous l'éprouvons, et c'est ce qui se dit, ce qui vient vers le micro quand les gens l'utilisent, et je la partage, je la ressens. Et puisque ça rejoint aussi une autre question qui a été posée, qui est celle des dispositifs que nous pouvons mobiliser. Je pense que ce n'est pas innocent que nous avons vu ces choses-là ensemble. C'est une table ronde, mais c'est quand même d'abord une salle de cinéma où on est assis ensemble avec un grand écran. Nous, on les connaît par cœur, ces films, on les a regardés, on les a mis en ligne, on les a accompagnés avec des petits textes et tout ça. Et ben, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer là. Et donc, la puissance d'action, la puissance d'agir associée à des choses que peut le cinéma. J'entends tout ce que convoque et mobilise Nicolas, et ces questions-là sont justes et importantes, mais faute de mieux, ce dispositif-là, et le collectif, le grand écran, etc., on le sait, ça le fait, quoi. Et ça participe de ce qu'on essaye de mettre au travail avec cet appel. Il était question de chercher éventuellement à mieux le formuler. Je ne sais pas si les gens ici qui l'ont lu, peut-être on dit mais c'était pas comme ça qu'il fallait me parler, parce qu'on ne demande qu'à entendre et à se faire dire pour le dire mieux ensemble, et continuer ce processus donc qui est l'appel, non plus celui que nous avons écrit, mais celui que constituent les films déjà faits, à ce que d'autres adviennent et soient partagés. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poursuivre ? Moi, je voulais savoir quelles étaient les prochaines étapes dans vos esprits de cette opération. On a parlé tout à l'heure de la séance de Méel Cravate sur la 25e heure. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous ? Est-ce qu'il y a d'autres films en chantier ? Est-ce qu'il y a des contacts avec des réalisateurs qui vont répondre à cet appel ? Il y a effectivement des contacts. Voilà, il y a des gens qui nous ont dit laissez-moi un peu de temps, j'ai la tête ailleurs, soit d'autres chantiers, soit d'autres préoccupations, mais ça viendra. Donc voilà, les choses sont ouvertes. Moi, je pense que l'idée que ces films, ces 20 premiers films en appellent d'autres, je pense que c'est plutôt que d'être dans une logique, dans des logiques de communication, voilà, moi je trouve que c'est, d'un point de vue culturel, qu'est-ce qui relie ces films déjà là à d'autres sur le point d'advenir, sur le point d'arriver. Donc comment on pourrait faire que voilà, ces 20 films en génèrent d'autres, en appellent d'autres, suscitent le désir d'autres, chez d'autres cinéastes. Donc comment à la fois les films et celles et ceux qui les ont faits pourraient partager, porter l'appel, pour revenir à la place de l'association des auteurs du Sud-Est, à la place de l'Ars dans l'appel. C'était pas simplement être là, est-ce que l'Ars pourrait via son Facebook ou sa liste de diffusion relayer l'appel. Je pense que ce qui nous a réunis à un moment donné autour d'une table au mois de juin, c'était d'abord parce qu'on sentait que ce que ce texte, en quelques mots, cherchait à décrire, c'était quelque chose qui nous appartenait à chacun et qui construisait, qui nous reliait les uns avec les autres. Et l'idée, c'était de voir de quelle manière, oui, une association d'auteurs, au-delà de son travail, j'allais dire, de corporation professionnelle tout à fait légitime, nécessaire, et encore plus nécessaire aujourd'hui peut-être qu'hier, mais comment effectivement à un moment donné on peut, sans forcément aussi tomber dans un registre, j'allais dire militant, il ne s'agit pas forcément d'aller occuper une place qui n'est pas forcément la nôtre, alors là je parle en tant que cinéaste, mais voilà, mais tout en étant... Voilà, entrer dans une action qui nous met encore plus à notre place.
au lieu de nous mettre ailleurs, de nous mettre au service d'une cause, d'une idéologie, etc., et de devenir des militants de la cause. Moi, je pense que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, moi, je m'intéresse à la question du travail, par exemple, et en tant que cinéaste, et je pense que voilà, il ne s'agit pas de tout d'un coup de se mettre au service d'un camp contre l'autre. Je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'on occupe toute la place qui est la nôtre, au lieu de vouloir voilà, nous cantonner à un espace qu'on nous assigne. Voilà, il faut sortir des assignations à résidence. Je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est celui-là, et des confinements multiples, dits ou non dits. Donc voilà, moi je pense que la place d'une association d'auteurs, c'était celle-là, et de se dire qu'est-ce qu'on a à partager, qu'est-ce qu'on a à construire ensemble, qu'est-ce qui nous réunit dans ce cadre-là, et comme dans d'autres. Donc pour revenir à ta question, Christian, voilà, c'est à la fois faire en sorte que d'autres films adviennent, c'est faire en sorte que les films qui sont déjà là, on puisse les faire circuler. On va tenter quelque chose avec le film de Muriel. En tout cas, il nous semble, Images de ville et le Pérou, qu'on a voilà, quelque chose à faire pour accompagner le film de Muriel, comme on a quelque chose à faire pour accompagner le film de Jérémy, pour accompagner à nouveau le film d'Elisabeth et de Nicolas, de faire que ces films-là circulent, d'inventer de nouveaux espaces aussi d'hospitalité pour ces films, parce que de quelle manière les images peuvent témoigner de l'hospitalité, mais aussi comment les films, quand on les propose à un public, deviennent aussi des gestes d'hospitalité faits aux spectateurs. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'on voudrait poursuivre, mais voilà, tout en se disant que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des questions qui nous renvoient à ce que nous sommes et à ce que nous faisons, quoi. Et je crois que l'heure aujourd'hui, c'est vraiment de rénover tout ça et de sortir comme disait tout à l'heure Muriel, de sortir de toutes ces fictions qui nous tétanisent et qui nous asphyxient, quoi. On a besoin de nouvelles histoires et sans tomber dans un optimisme béat, naïf ou suspect, mais au contraire qui soient des fictions d'espérance. Cette conversation pourra évidemment être relayée ailleurs, j'imagine que simplement sur notre plateforme durant le festival. Je pense que ce serait bien qu'elle circule et que les idées qui y circulent soient relayées aussi. Donc on trouvera certainement des moyens de la faire, que le plus de gens possible puissent la voir et la suivre. Sébastien, tu voulais... Oui, juste dans le fil sur la question du devenir et de l'avenir, pour moi, il y a deux axes. Le premier, c'est effectivement sur le registre de se saisir de ces droits poétiques. Tu parlais des droits, Muriel. Je pense que lutter contre cette asphyxie l'imaginaire, c'est ce que nous entreprenons dans cette démarche auprès de l'UNESCO pour décrire ce à quoi nous tenons, ce qui nous fait tenir. Et cet appel renouvelé, ces films à venir, et dans la perspective de les déclarer, de les affirmer auprès de l'UNESCO, c'est une manière pour nous d'enquêter sur ce à quoi nous tenons et sur ce qu'il y a de l'avenir dans ce présent malgré tout. Donc ça, c'est un enjeu de renouveler l'appel, de le faire circuler, de le transmettre en se disant que nous sommes au travail d'affirmer quelque chose, à quoi tenons-nous aujourd'hui, ou à quoi dire oui aujourd'hui, et qui est le socle même de l'action. Après, moi, je reviens sur ma casquette archi, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez singulier dans le rapport presque au mot. En cinéma, on réalise, ensuite on projette. En architecture, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une discipline du projet où nous projetons et nous réalisons. Et cette inversion-là, en fait, elle permet peut-être de penser des articulations, justement, dans le sens où, moi, ces images-là me font penser, par exemple, me font dessiner avec des architectes navals un navire que nous allons mettre à disposition, d'ailleurs, qui est une commande du Centre Pompidou-Metz, avec lequel nous travaillons, et nous travaillons avec un architecte naval qui s'appelle Mark Van Petegem, où nous dessinons un navire à mettre à disposition des organisations qui œuvrent en Méditerranée. Évidemment que cette enquête-là sur ce à quoi nous tenons, y compris des gestes des marins sauveteurs et des gestes sur Terre, nous font penser
ce bateau, nous font dessiner ce navire et ces images font devenir ce navire-là. Donc dans un rapport qui est un rapport inversé, c'est-à-dire que c'est bien ces images qui nous permettent de projeter le navire pour le réaliser. Et donc cette articulation-là, je ne sais pas comment mieux bien la penser, sinon qu'elle travaille au cœur de nos projets aujourd'hui, de nos actions, mais ces images à venir et manquantes, elles sont cruciales pour les actions que nous avons à conduire et pour les villes que nous avons à bâtir. Donc voilà, ces articulations-là, comment bien les penser de cette guerre ou de ces ripostes sur le territoire de l'imaginaire qui sont, à mon sens, des leviers des constructions à venir réellement. Si on peut en rester là, ou si quelqu'un d'autre a une conclusion, non. Moi, je veux bien juste dire un petit mot. Oui. C'était pour réagir à ce que disait Jean-Michel, la façon dont nous, cinéastes, avons reçu l'appel. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça remet le cinéma comme un terreau vivant, en fait, et pas comme quelque chose, et ça rejoint aussi ce que disait Nicolas, avec il y a les salles, mais il y a autre chose, il y a le film, mais il y a des fragments, il y a l'associé à d'autres, il y a, enfin pour le mien, il existe aussi des universitaires s'en sont emparés parce que ça nourrit leurs travaux, et donc c'est ça que je trouve super riche et enthousiasmant dans cet appel, c'est qu'on est sur du vivant en fait, et c'est ça qui est beau. Merci Muriel. Merci à toutes et tous. J'ai l'impression qu'on a eu une part de réponse sur notre question de cette année qui était à quoi servent les citoyens. Il y a de quoi faire en tout cas. Et on se retrouvera pour la prochaine conversation qui tournera, je regarde bien en face de moi, qui tournera autour de la loi sécurité globale, qui sera diffusée, je crois, dans 1 ou 2 jours. Je n'ai pas le calendrier en tête. Merci encore à toutes et tous d'être venus. À bientôt. Au revoir.